Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. Notre invitée aujourd'hui est Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Madame Lienemann, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été ministre du Logement, vous avez été également vice-présidente du Parlement européen et il faut préciser qu'aujourd'hui, vous vous situez clairement à la gauche du Parti socialiste. Absolument. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. Et c'est Corinne Laurent qui va ouvrir le feu de cette première partie sur ce qui fait la une de l'actualité, l'expulsion de la petite Kosovare. Corinne Laurent. Oui, Leonarda, cette collégienne kosovare de 15 ans expulsée, fait la une de l'actualité. Des lycées sont bloqués, des lycéens dans la rue, à Paris et en province aujourd'hui. Comment la gauche, qui est saisie d'émoi sur cette question, peut-elle concilier ses valeurs et la loi ? Marie-Noëlle Lienemann. D'abord, il ne faut vraiment pas avoir de mémoire et de conscience historique dans ce pays pour faire arrêter une petite fille pendant l'activité scolaire, dans le bus scolaire, devant ses camarades. Il faut quand même avoir un peu de souvenir et d'humanité. Donc vous faites allusion aux rafles ? Je fais allusion aux enfants juifs qu'on venait arrêter dans les écoles. Alors, vous pensez vraiment qu'on peut faire ce parallèle ? Non, ce n'est pas à ce point. Mais vous savez, les symboles, ça compte. Les symboles, ça compte parce que comment nos enfants vont être des justes dans le monde d'aujourd'hui? Des justes au sens... Au sens de ceux qui sont capables de refuser l'inacceptable quand tout autour d'eux le fait. Comment on entretient chez nos enfants le réflexe humaniste, je dirais presque parfois indépendamment de la loi? Parce que la loi, elle a sa rigueur, elle a ses difficultés. Mais les individus, les gens qui sont ARESF, ceux qui étaient touchés avec la droite par le fameux délit de solidarité, eh ben c'est important qu'il reste des gens qui soient dans l'indignation, qui n'acceptent pas, parce que pour eux, l'être humain est toujours au-dessus. Bon. Alors, pour autant, il faut appliquer la loi. Mais dans le cas de la petite, il y a plusieurs choses qui sont en cause. D'abord, la méthode. On peut appliquer la loi sans être inhumain dans la manière de le faire. Il semblerait que les procédures aient été respectées. Ah, mais les procédures, bien sûr. Vous pouvez arrêter n'importe qui n'a pas de papier, n'importe où. Voilà. Et même, on peut considérer qu'on n'est pas dans l'enceinte scolaire parce qu'on n'est pas strictement dans l'école. Enfin, franchement, quelle urgence il y avait à l'arrêter là? Quelle urgence? Aucune. D'accord. Bon. Donc, il faut appliquer la loi. Maintenant, pourquoi la loi s'applique mal? Premièrement, parce que nos délais pour le droit d'asile sont trop longs. Donc, il faut mettre les moyens pour que ça aille vite. Parce que plus les gens sont restés, moins on peut faire respecter les règles. Deuxièmement, on peut quand même s'interroger sur les critères. Vous savez, moi, il y a des choses qui me heurtent toujours. Quand j'entends des diplômés syriens ou des diplômés afghans vous dire qu'ils veulent absolument aller en Grande-Bretagne. Quand ils ont de la famille, on le comprend. Mais quand ils n'en ont pas, pourquoi leur phare n'est pas la France? Ils vont aller en Grande-Bretagne un jour ou l'autre. Ils seront diplômés, ils seront utiles à la Grande-Bretagne. Et nous, on rechigne. Alors, il y a donc vous souhaitez qu'on ouvre les portes plus largement. Donc je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont on le fait. Et quand les gens sont bien intégrés, eh ben, il faut essayer de les maintenir. Je vais terminer une chose. La directive travailleurs déplacés. Parce que alors là, on est d'une rigueur extrême avec cette petite gamine. Mais tous les jours, dans les chantiers français, il y a des milliers de gens qui, au titre de la directive déplacée, là, viennent travailler dans des conditions abominables dans les Algeco et que la directive européenne rend très difficile le fait qu'on puisse contrôler, parce que quand l'inspecteur du travail arrive, pouf, le réseau par ailleurs, alors qu'on devrait interdire ce mécanisme-là. Et cela, c'est des milliers de gens qui nuisent à l'économie nationale, qui nuisent à nos artisans. Et alors cela, alors là, bonjour la rigueur de la loi. Donc moi, je préférerais qu'on inverse les priorités et qu'on s'occupe d'abord de ces sujets-là, et puis qu'évidemment, on fasse respecter le droit d'asile, mais avec d'abord un sens de l'humanité. Romain Mazneau, RCF. Manuel Valls est fortement contesté sur cette affaire au sein même du Parti socialiste. Est-ce qu'il doit rendre des comptes, expliquer ce qui s'est passé? Ah oui, moi je pense que non seulement il doit rendre des comptes, mais je pense qu'il doit dire qu'il désapprouve la méthode. Parce qu'on peut appliquer la loi, mais il y a façon et façon de le faire. Et je pense qu'il doit désapprouver la méthode qui a été utilisée. Et je pense pour ma part qu'il faudrait, à défaut de sanctionner, remonter les bretelles au préfet. Voilà. C'est le préfet qui doit faire le fusible? Non, mais au moins le préfet doit rendre des comptes, on doit lui montrer que ça doit s'arrêter pour que ça n'arrive plus jamais que les autres préfets soient vigilants.
Alain Baron, derrière cette affaire tragique, il y a le problème de l'immigration irrégulière. Oui. Jusqu'où on peut aller en termes d'immigration irrégulière? Évidemment, a priori nulle part. Par nature, l'immigration irrégulière n'est pas acceptable. Mais vous voyez bien que quand on voit ce qui se passe à Lampedusa, et ce n'est pas ici que je vais dire que le pape a eu raison, c'est ici que je dois dire que le pape a eu raison d'y aller. Parce que toutes les lois du monde ne font pas qu'on doit laisser des gens mourir dans un océan ou dans une mer. Bon. Donc par rapport à cela, évidemment, le débat doit avoir lieu en France sur l'immigration. On est un des pays de l'Union européenne où il y a le moins d'immigration. Arrêtons. Hein. Pour autant, est-ce qu'on en est plus fort? Il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, il faut assumer les conditions de cette immigration. Premièrement, il y a d'abord la question du développement, du co-développement avec l'Afrique, donc on parle beaucoup, mais dont on ne fait pas grand-chose. Alors c'est vrai que la situation politique en Afrique subsaharienne, plus en Afrique arabe, tout ça va mal. Mais enfin, justement, quand ça va mal, il faut essayer de contenir et de travailler à du co-développement. Parce que dans ces périodes de transition en Afrique, la manière dont la France sera présente va compter dans nos rapports. Donc c'est en amont qu'il faut traiter le problème. Et les Chinois, eux, sont là. Alors avec leurs méthodes, ils commencent à raser un peu, parce que les gens voient bien les méthodes. Mais justement, on a tourné la page du colonialisme. On peut, je pense, réouvrir une nouvelle page des relations Europe, nord de la Méditerranée, sud de la Méditerranée, et France, sud de la Méditerranée. Parce qu'en Europe, on a des fois du mal à motiver nos collègues. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, en matière de régularisation, vous pensez qu'il faut se fixer une matrice, par exemple la scolarisation, un enfant et sa famille ne sont pas expulsables dès lors qu'il y a scolarisation, on l'a vu avec le Ounarda, ou est-ce que le travail aussi est une matrice? Non, première chose, le travail. Ceux qui travaillent, pour combattre le travail au noir, il faut les intégrer. Deuxièmement, les conditions de l'intégration. Parce que ce n'est pas parce que vous avez le gamin à l'école, a priori, il ne faut pas que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que sous prétexte que quand on est à l'école, on deviendrait régularisé, on finirait par ne pas prendre les enfants, même quand ils sont là temporairement. Il faut que tous les enfants qui soient sur notre terre, notre France, soient scolarisés. Mais les conditions de l'intégration, est-ce que la famille met de la bonne volonté? Alors pour les Roms, par exemple, je considère que la scolarisation des enfants est le premier critère à prendre en compte pour permettre leur insertion sur le territoire national. Parce que quand une famille rome met son gamin à l'école de façon durable, c'est souvent un signe qu'il a envie de s'intégrer dans la société française. Et les réseaux, les mafieux et autres, il y en a chez les Roms comme chez les autres, mais on connaît aussi les réseaux organisés. Dans les réseaux mafieux, en général, on préfère que les gamins aillent mendier plutôt que d'aller à l'école. Donc ça, voilà, ça me paraît l'école un critère tout à fait essentiel. Alain Baron. Justement, à propos des Roms, faut-il établir un village d'insertion des Roms dans le 16e arrondissement, comme certains l'ont proposé de manière un peu provocative? C'est une boutade, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas ajouter la misère à la misère. Le risque qu'on a toujours, et on l'a déjà dans la ghettoisation potentielle de certains quartiers, je dis bien potentielle parce que quand on regarde de près, à la différence des ghettos, il y a un grand turnover dans nos quartiers. Donc ça veut dire qu'il y a encore quand même une dynamique d'intégration. Je rappelle que vous avez été longtemps élu de l'Essonne, voilà. Vous connaissez absolument, bien je connais bien les quartiers. Bon. Donc il y a beaucoup plus de fluidité, de solidarité, c'est pas les ghettos au sens historique. C'est moins dramatique que ce que disent les médias? C'est pas moins dramatique. Oui, c'est moins dramatique. Les problèmes sociaux, ils sont hyper lourds parce que c'est là que se retrouve l'essentiel des problèmes sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on enferme les gens dans une logique d'entre-soi, que ce soit entre riches ou entre pauvres, moins on réussit une société du vivre ensemble et une société républicaine. Donc la mixité sociale, elle doit se faire pour le logement, elle doit se faire aussi pour les hébergements d'urgence, elle doit se faire aussi pour les aires de stationnement pour les nomades, mais aussi pour les villages de Roms, dont je rappelle qu'ils ne sont pas nomades historiquement. Hein. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, pour revenir à Manuel Valls, le ministre est la cible de violentes attaques de la part de la gauche. Pensez-vous que ces attaques sont disproportionnées et considérez-vous qu'il est toujours de gauche ou qu'il parle comme Marine Le Pen? Non, d'abord, je ne ferai jamais la comparaison avec un ministre républicain et Marine Le Pen. Donc ça, c'est hors de question qu'on puisse dire ça. Je ne donne pas les brevets de gauche aux uns et aux autres. Je dis à Manuel Valls qu'il récolte ce qu'il a semé.
qu'est-ce qu'il a eu besoin d'aller provoquer Madame Taubira pendant les vacances pour ressortir le vieux faux débat justice-police. Justement, il faut réussir les deux. Justement, la gauche était partie avec l'idée qu'il fallait éviter cette espèce de face-à-face délirant. Il faut consolider nos institutions. Et d'une certaine façon, il faut parfois les dépolitiser. Moi, quand il y a... Les dépolitiser. Les dépolitiser, oui, parce que oui. moi, je crois à la République. Je pense qu'il y a des choses qui doivent fédérer les gens de gauche et les gens de droite. Le bon fonctionnement de la justice pour que les peines soient justes, proportionnées, réparatrices. Il y a, je pense, des tas de gens qui sont soucieux de cela. Que nos prisons ne soient pas bourrées comme elles le sont, même Madame Boutin, qui n'est pas sur mon bord politique. Qui fut votre successeuse voilà, au ministère du Logement. Elle pense aussi que sur les prisons, c'est inacceptable de laisser les choses en l'état. Donc je pense qu'il faut qu'on redonne de la visibilité à nos institutions et qu'elles soient plus soutenues par l'ensemble de la population. Faut-il encore, et c'est là que le débat politique intervient, leur donner les moyens juridiques et financiers et de respect qui leur permet de fonctionner. Et donc, il a provoqué. Après, il va provoquer un deuxième débat sur l'histoire des Roms. Mais franchement, faire la rentrée de septembre avec une France qui est en pleine difficulté sociale, en pleine difficulté économique, sur la question des Roms, franchement, c'est comme quand on avait pendant la présidentielle le débat sur la viande halal. Franchement, c'était ça le sujet number one. C'était pas nécessaire. Voilà, donc, et au bout du compte, ben, il a provoqué l'électorat de gauche. Et je lui dis, on ne réussira pas si on oppose le combat pour les libertés, pour le respect des droits de l'homme, pour une certaine générosité, parfois peut-être un peu excessive, mais qui est indispensable dans le monde contemporain, et une bataille sur une ligne politique sociale, une ligne économique alternative. La gauche doit marcher sur ses deux pieds, celle des libertés publiques et celle du progrès social. On va y revenir. Romain Mazenot, RCF. Corinne Laurent évoquait Marine Le Pen. Est-ce que la victoire du Front National à la cantonale de Brignoles, c'est la mort du Front républicain, alors que le Parti socialiste avait appelé à voter pour la candidate UMP? D'abord, j'ai jamais aimé le terme Front républicain. Moi, j'ai une règle simple qui est républicaine, qui est de dire au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. On ne fait pas un front, on n'est pas en train de s'organiser politiquement. Ils ont éliminé l'UMP pour choisir le Front National, en l'occurrence. Non, mais donc, l'idée historique qu'on appelle Front républicain, moi je la traduis en au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Ça, c'est la tradition républicaine. Bon, ensuite de cela, la raison de la victoire à Brignoles, c'est d'abord et massivement le désenchantement de l'électorat pour une part de gauche, mais aussi de droite, qui s'abstient et ne participe plus aux élections. Donc, y compris votre électorat socialiste. Et donc, d'abord, notre électorat socialiste, au premier tour, si le camarade communiste n'est pas en face de la... C'est parce que l'électorat socialiste et l'électorat communiste populaire... Quand François Hollande dit qu'on obtiendra des résultats, quand les résultats seront tangibles, le Front National baissera automatiquement, c'est pas un peu court comme Si, c'est un peu court. Parce que moi, je pense que les gens en politique, ils ne sont pas en train de dire on a un chef en haut, la Ve République, on attend qu'il fasse ses preuves et nous, on n'a rien à faire. Non, le peuple français doit comprendre la stratégie économique qu'on développe. Il n'a pas l'air en ce moment. Et il n'est pas convaincu, il faut quand même bien qu'il se le dise. L'électorat de gauche n'est pas convaincu. Et d'autre part, il est en colère sur un certain nombre de points. On n'avait pas dit qu'on augmenterait la TVA et qu'on baisserait les cotisations sociales avec le CICE. On avait dit l'inverse. On n'avait pas dit qu'on ratifierait le TSCG avec une mascarade de relance de la croissance avec 120 milliards qui se sont évaporés comme neige au soleil. On n'avait pas dit. Il y a une trahison ou bien... Il y a en tout cas une non-tenue des engagements, très nette, très nette. Les retraites, alors là, on y va à fond la caisse alors qu'on avait manifesté contre la loi Fillon. Non seulement la loi Fillon s'applique, mais en plus, on va plus loin. Bon, il y a la réforme fiscale, la CSG progressive. On n'est pas dit aux gens, tout le monde va avoir ses impôts augmentés. On avait dit, on va faire une fiscalité plus juste. Donc moi, je le dis tout net, il ne faut pas se raconter d'histoire. S'il n'y a pas de réorientation de la politique actuelle du gouvernement, on ne va pas attendre des bras ballants, des hypothétiques réussites, pour lesquelles le peuple n'est pas convaincu. Les retraites, vous allez voter contre au Sénat? Oui, non, je voterai, je ferai comme mes camarades, je m'abstiendrai. Parce que d'abord, le vote contre ne ferait pas annuler la loi, et parce qu'il y a aussi des points positifs, mais qui évidemment ne rattrapent pas l'allongement de la durée des cotisations. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, nous restons dans le Midi, non loin de Brignoles. Il y avait Marseille aussi ce week-end. Oui.
Que pensez-vous de l'image donnée par le PS lors de ces primaires? À Marseille, c'est toujours compliqué. Hein. Il n'y a pas que le PS qui ne donne pas une bonne image à Marseille. Hein. Donc la vie politique marseillaise est assez animée. Bon, alors il faut prendre ce qui procède de l'écume et de la mise en exergue de choses, de la réalité du terrain. Alors sur le fond, je pense quand même que ces primaires, globalement, étaient bien organisées. Et pour vous dire tout net, je pense que Mme Carlotti a été mauvaise joueuse. Parce que franchement, qu'on mette des minibus pour aller faire voter, mais enfin, il faut avoir jamais été dans les quartiers nord pour savoir que c'est impossible de se déplacer. Comme il n'y avait plus des bureaux de vote dans tous les quartiers, puisqu'on regroupait les bureaux de vote, il fallait bien les emmener. Alors que dans le bureau de vote, il y a les fans de Samia Ghali, mais enfin les gens, ils ne sont pas obligés de monter dans le bus. Ils savent bien dans le minibus qui est là. Il n'y a pas eu de clientélisme, comme le dit... Mais non, mais quel clientélisme? Et puis alors, vous savez, ce Mhm. qui me révolte, c'est qu'on parle toujours du clientélisme quand il s'agit des habitants des quartiers. Mhm. Mais les petits vieux qu'on va chercher, qui sont bien habitués à venir voter avec le maire du coin et machin, ceux-là, on ne dit pas qu'ils sont clientélaires. Ils sont vieux, ils ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Donc arrêtons. Bon. Après, il est clair qu'il y a là une alliance de tous contre Samia Ghali. Je leur dis, faites attention. Moi, je n'ai pas de préférence parce que et Patrick Mennucci et Samia Ghali sont des amis. Nous avons été ensemble à la gauche socialiste. On a donc été dans le même courant. Et je pense qu'ils ont tous les deux des qualités qui leur permettent d'être un bon candidat à Marseille. Mais ce que je leur dis, c'est de faites attention de ne pas stigmatiser en particulier Samia parce qu'elle représenterait plus les quartiers. En l'occurrence, elle a fait des bons scores dans toute une série de bureaux de vote qui ne sont pas les quartiers nord de Marseille, parce qu'il ne faudrait pas que cet électorat se sente un peu méprisé par rapport à une logique d'appareil politique. Les deux sont respectables, qu'ils fassent attention et maintenant que les citoyens votent. Une dernière question brève de Corinne Laurent et on va arriver au terme de cette première partie de Face aux Chrétiens. Nous parlions des retraites sur lesquelles vous allez vous abstenir. La réforme est passée de grande justesse à l'Assemblée nationale. 17 socialistes se sont abstenus, les écologistes et radicaux de gauche aussi. François Hollande a-t-il toujours une majorité cohérente et vous y sentez-vous à l'aise? Bon, a-t-il une majorité cohérente? Oui, mais très étroite. Il a une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cette majorité-là correspond à la majorité dans le pays de ceux qui l'ont soutenu? Réponse, non. Il a fait une erreur. C'est clair pour vous? Ben, c'est d'autant plus clair qu'il n'a pas voulu faire l'unité des forces de gauche, ce que toujours, historiquement, quand la gauche arrive au pouvoir, à défaut de faire un gouvernement d'union de la gauche, il pouvait faire au moins un pacte législatif avec ses alliés. Il a voulu cornériser le Parti communiste et le Front de gauche. Donc, de fait, ça fragilise sa base sociale, celles qui l'ont élu. Et moi, je dis aujourd'hui... Comment? Il y a quand même heureusement. Mais les Verts, sur des choix essentiels, ont voté comme nous, la gauche du PS, comme une partie du Front de gauche. Nous avons refusé le CICE aveugle qui touche toute une série d'activités qui n'en ont pas besoin alors que la France a besoin d'argent de l'autre côté, qu'on va augmenter la TVA. Nous avons refusé les conditions de l'ANI qui, de notre point de vue, ne sont pas assez protectrices par rapport aux droits des salariés qui devraient progresser. Nous avons refusé l'allongement de la durée des cotisations, avec d'ailleurs toujours des contre-propositions. Donc, il faut qu'il écoute ça. Il y a potentiellement au moins 50% de la gauche qui n'est pas sur la ligne qui défend. Alors, est-ce que je suis à l'aise? Non. Est-ce que pour autant je vais la quitter? Non. Parce que je pense que ce débat, le plus grave, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Et que la Ve République, comme le président a décidé, tout le monde comme un seul homme, on suit. Eh bien non, moi je pense que c'est une faiblesse démocratique que l'on paye aussi dans le désaveu et le désintérêt des Français par rapport au choix aujourd'hui. Très bien, nous allons revenir évidemment sur toutes ces questions. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invitée Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, vous l'avez compris, à la gauche du Parti socialiste. À tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens avec notre invitée Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste à la gauche du Parti socialiste de Paris, ancienne ministre du Logement. Elle est interrogée dans cette édition par Corinne Laurent pour La Croix, par Romain Masneau pour RCF et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui ouvre le feu pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens.
Oui, madame, vous êtes membre, je crois, de la Commission des affaires économiques du Sénat. Oui. Nous verrons dans quelques jours si les chiffres du chômage s'améliorent ou pas. Tout le monde les attend. Il n'empêche que sur la situation économique, ça ne s'améliore pas beaucoup. Il y a eu de grosses inquiétudes en Bretagne avec la filière agroalimentaire. Qu'est-ce qu'une représentante éminente de la gauche du PS peut dire sur ces dossiers économiques? Est-ce que vous êtes satisfait du traitement gouvernemental? Depuis le mois de février, nous avons mis sur la table, la gauche du Parti socialiste, un document qui est un plan de relance, qu'on appelait plan de relance écologique, social et européen, car nous ne croyons pas du tout que la logique de l'austérité, de la réduction des dépenses, de la course à la réduction du déficit public va pouvoir fonctionner. Elle n'a très mal fonctionné dans les autres pays, Espagne, etc. Et surtout, toutes les études montrent aujourd'hui que comme l'austérité se généralise, il y a un effet de syndrome dépressif de la croissance. C'est un été noir, ça voilà. éteint la croissance. Alors on aurait pu penser, quand un pays tout seul, au milieu de pays qui vont bien, doit restaurer ses comptes, faire de l'austérité, il peut espérer vendre à l'extérieur. Quand tout le monde est dans la même logique, vous avez une dépression de la croissance. Or, François Hollande lui-même disait que nous ne rétablirons pas sérieusement nos comptes publics si nous n'avons pas de croissance. Donc nous disons, inversons les priorités. La croissance d'abord, vers les déficits. Alors, comment fait-on pour faire redémarrer la croissance? Parce qu'il n'y a plus d'argent quand même. Alors justement, deuxièmement, il faut cibler cette croissance. Nous avons proposé un plan avec la moitié pour de la relance de la consommation, la moitié pour de l'investissement qui prépare le pays au redressement industriel et notamment à être prêt quand la croissance mondiale va quand même un jour remonter pour pouvoir exporter. Car je vous rappelle qu'historiquement, on a toujours du retard à l'allumage sur la croissance. Donc, pour la consommation, d'abord, on veut tordre le cou à une espèce de discours ambiant qu'on ne pourrait pas relancer la consommation, parce que quand on relance la consommation, on déstabilise le commerce international, enfin, la balance commerciale de la France. Ce n'est pas vrai. Et comment on fait pour relancer? Alors, attendez. Donc, je dis d'abord, ça n'est pas vrai, parce que on consomme en moyenne, dans ce qu'on consomme, il y a 18% qui vient de l'importation, en moyenne. Mais plus vous êtes dans une couche populaire, plus vous n'importez pas. 12% seulement est importé dans la consommation des couches populaires. Et donc, comment on fait? Premièrement, nous avons dit sur le CICE, la moitié du fameux crédit impôt compétitivité emploi ne sert à rien. Parce que Auchan, Carrefour, les cliniques privées, etc., ne sont pas dans la compétition mondiale. Aider l'industrie, mais je vous dirais même franchement, il faudrait encore l'aider plus pour qu'elle reconquiert du dynamisme, qu'elle monte en gamme. Focaliser sur l'industrie. Donc, mais surtout, cet argent-là, le CICE, il y a deux solutions. Soit on annule la TVA, la hausse de la TVA. Il y a un effet baisse fiscale. Vous appelez l'annulation de la hausse de la TVA? Oui, nous proposons qu'à ce budget, on annule les hausses de TVA et que la moitié du CICE, qui représente 10 milliards, soit purement et simplement supprimée. On pourrait, si on ne veut pas faire ça, faire autre chose, c'est dire toutes les branches qui ne sont pas pur sucre dans la compétition mondiale, on oblige à des négociations de branches pour que les salariés aient des hausses de salaire, qu'on ait la lutte contre la précarité, voire de l'embauche, pour que les 2/3 du CICE servent à relancer le pouvoir d'achat. Des hausses de salaire, vous avez bien dit. Oui, des hausses de salaire. Les patrons ne vont pas être contents. Bah, vous savez, à Auchan, Carrefour, vous avez vu quel était le niveau des salaires d'une vendeuse ou d'une caissière. Et vous croyez que la compétition mondiale de la France va souffrir de cela? Donc, on a toute une série de propositions sur la relance du pouvoir d'achat. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a 300 000 personnes qui auraient droit au RSA et qui ne le demandent pas. Qui ne le demandent pas, oui. Et là, vous voyez, ça percute le débat sur la France des assistés. Parce que dans les gens qui trouvent qu'il y a trop d'assistés, il y a des gens qui ont des droits, qui auraient le RSA, qui ne savent même pas qu'ils y ont droit et qui trouvent injuste que des gens qui sont dans des situations comparables touchent des aides. Et ils disent, ah, ben voilà, il y a les assistés et puis nous, ceux qui souffront. Moi, je dis, si on fait un droit, la puissance publique doit vérifier que tout le monde y ait droit. Elle semble assez impuissante dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas si compliqué. Il suffit que les caisses d'allocation familiale aient le mandat d'appeler, puisqu'elles ont au moins déjà tous ceux qui sont aux caisses d'allocation familiale, d'appeler tous ceux qui ont droit au RSA en disant « Vous pouvez avoir le RSA, adressez-vous à telle personne, etc. » Si les gens refusent en ayant conscience qu'ils renoncent à ce droit, c'est leur liberté. Mais la plupart du temps, ils ne le savent pas. Donc vous voyez le truc. Et deuxièmement, l'investissement. La France emprunte à 2,5%.
On était à 2 il y a quelque temps, Pour l'instant. Ça remontait. Oui, mais j'expliquerai que la France va durablement être, non pas au même niveau que l'Allemagne, mais un intermédiaire entre l'Allemagne et les autres. En tout cas, pour l'instant, justement, pourvu que ça dure, c'est le moment de constituer un fonds d'investissement. Vous voulez dire qu'il faut emprunter encore plus? Oui, nous proposons 20 milliards d'emprunts, mais à condition que ces emprunts soient mis dans un fonds pour des opérations qui vont rentabiliser plus de 2,5%. C'est-à-dire qu'on emprunte en étant sûr qu'on rembourse l'emprunt. Alors, il y a plusieurs idées. Par exemple, le haut débit, c'est le cafouillage général dans le pays. Tout le monde l'attend alors là, toujours. voilà. Alors, tout le monde joue la montre, les collectivités locales n'ont pas assez d'argent, l'État ne veut pas trop dépenser, les opérateurs privés, ils préfèrent commencer par les trucs super rentables par rapport aux zones défavorisées. C'est un bazar généralisé. Du coup, les entreprises qui vendent du fil, qui sont dans les travaux publics, dans le terrassement, tous ceux qui font le haut débit, ils n'ont pas une feuille de route claire. Il faut négocier avec eux une feuille de route claire et ce fonds permettrait, par exemple, le haut débit dont la rentabilité est supérieure à 2,5% par an. On a bien compris vos propositions, on va revenir sur certaines d'entre elles. Romain Mazneau, RCF. Et parmi les plans sociaux du moment, il y a les 900 suppressions de postes chez Alcatel-Lucent en France. Arnaud Montebourg en appelle au protectionnisme, en appelle plutôt au patriotisme économique face à la concurrence chinoise. Est-ce qu'il ne faut pas en venir aussi, est-ce que ça suffit, est-ce qu'il ne faut pas en venir à un vrai protectionnisme européen à l'échelle européenne? Moi, je suis pour un protectionnisme européen. Et par ailleurs, je pense qu'on peut en France avoir des protections quand on veut. Et concrètement, on fait comment à l'échelle européenne? D'abord, il faut essayer de convaincre nos collègues. Et là, ça nous ramène au même débat que sur le traité. Est-ce que la France considère qu'elle va continuer à se laisser tondre comme un mouton, parce qu'elle est en entre-deux, entre les très pauvres et l'Allemagne qui est dominante, avec du dumping social? Regardez les abattoirs, GAD. Mais franchement, c'est un scandale qu'on ait accepté que les Allemands payent au lance-pierre avec le non-respect des... puisque leur convention collective ne prévoyait pas les bas salaires dans les abattoirs. Donc, à partir de là, ils font venir des Slovaques payés au prix de la Slovaquie. Ça, c'est autorisé dans l'Union européenne. Ou bien avec leurs petits salaires, etc., parce qu'il n'y a pas de SMIC. Donc, nous, on doit dire aux Allemands, mais d'accord, pour ensemble faire un MES, d'accord, pour faire ensemble un certain nombre de choses, mais maintenant, ça suffit. Soit vous faites des SMIC, des convergences sociales en Europe, soit on ne va pas être tout plombé parce que nous, on fait des biens intermédiaires. Eux, ils vendent des machines-outils. Donc, eux, ils vendent aux pays qui se modernisent. Parce que historiquement, et par ailleurs, on a fait des erreurs en machines-outils. Et nous, on avait les biens intermédiaires. C'est ces biens qui sont faits dans ces pays-là qui concurrencent les nôtres. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir une truc. Donc, il faut essayer de faire le rapport de force. Il faut un débat européen. Ce que Thatcher a fait pour son chèque, ce que De Gaulle a fait avec la chaise vide, eh ben, il faut que la France aujourd'hui dise maintenant stop, on repart sur de nouvelles bases et il faut mettre nos conditions, car on ne peut pas faire sans la France l'Union européenne. Alors, on peut faire du protectionnisme en France intelligent. Moi, je dis toujours, utilisons le génie français pour ce qu'il est. On est super bon en paperasse. Eh ben, qu'on mette les moyens chez les douaniers. Puis alors on va contrôler, est-ce que vous avez bien rempli le papier? Ah ben non, il n'est pas bien rempli. Et est-ce que vous avez bien respecté la norme machin? Ah non, elle n'est pas respectée. Le tatillon qu'on sait faire pour l'intérieur, on n'a qu'à le faire pour les importations. Alain Baron, un peu de protectionnisme donc, mais vous prenez aussi, je crois, la nationalisation pour des entreprises comme Petroplus. Temporaire. Temporaire. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est pertinent? Oui, dans les secteurs stratégiques. Je prends l'exemple de Petroplus, j'étais favorable à la nationalisation temporaire de Florange. Au passage, 70% des Français étaient pour. Comme d'habitude, quand 70% des Français sont pour, on ne le fait pas. Et quand ils sont contre, genre les retraites, on le fait. Alors là, après on s'étonne qu'il y ait un décrochage, mais ce n'est pas que notre gouvernement, c'est assez classique en France. Donc en tout cas, pourquoi ? Parce que nous avons besoin de plans stratégiques sur des sujets où nous ne pouvons pas dépendre des choix des multinationales. Moi, je respecte Arcelor, à la contrario de ce qu'avait dit, par exemple, Arnaud Montebourg. Moi, que la multinationale ArcelorMittal développe sa logique multinationale, faut pas rêver, c'est obligatoire. Elle ne va pas faire de la générosité française. Mais que l'État français soit pieds et poings liés par rapport au choix de la grande multinationale ArcelorMittal, ça, c'est pas acceptable. Donc, quand elle dit on veut fermer une usine, nous, il faut qu'on ait une vision de comment on déploie la sidérurgie française. Et à partir de ce moment-là, on cherche un repreneur.
éventuellement, pour faire la mutation, parce qu'il y a souvent aussi besoin de mutation industrielle de ces sites, on nationalise et on travaille à l'avenir. Alors, à condition que ce soit dans un plan un peu réfléchi d'avenir. Et d'ailleurs, les collègues qui avaient suivi, notamment nos amis lorrains, avec le repreneur qui existait, eux étaient convaincus que ça allait marcher. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi une visibilité démocratique de ces choix. Dans le cas de Petroplus, l'usine Petroplus de Petit-Couronne produisait 40% du bitume français. 40% du bitume français, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle est fermée momentanément, j'espère. Eh bien, on l'importe de Hollande et d'Allemagne. Peut-être moins cher? Pas vraiment moins cher, parce qu'au contraire, comme on a réduit les capacités, les temps, mais même si c'est moins cher, l'effet de serre, les emplois, et ce n'est pas le cas d'ailleurs, hein, c'est même pas le cas. Et par ailleurs, pour la chimie, la pétrochimie, c'est souvent celui qui fait des produits, les cracking, etc., des produits d'avenir. Donc, on a besoin d'un plan du raffinage en France. Et on ne doit pas accepter qu'ils aient le choix entre la France, la Turquie, etc. Parce que, évidemment, on a quand même des coûts. Mais ça va durer qu'on ait des coûts supérieurs aux autres. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on aille, avant qu'on soit payé comme les Turcs, eh ben, j'espère qu'on aura résisté avant. Souhaitable. Donc, sur certains secteurs stratégiques, la nationalisation dans le cadre d'un plan industriel de filière qui doit nous garder notre indépendance nationale sur des secteurs clés. Une question de Corinne Laurent, La Croix. Oui, depuis le mois d'août, on a vu le gouvernement faire face à une fronde socialiste sur le ras-le-bol fiscal. Vous, quelle est votre position là-dessus? Y a-t-il trop d'impôts? Quel est le contenu de votre projet? Et la question aussi de l'illisibilité fiscale. Qui Alors, est souvent soulevée, mon projet, il est simple. Ce n'est pas tant le niveau de l'impôt global qui est important, c'est qui le paye. C'est-à-dire, pour moi, il y a moins un ras-le-bol fiscal qu'une inacceptabilité de l'injustice fiscale et du maquis fiscal. Au passage, je vais tacler un peu, parce que je voudrais quand même dire que sur l'industrie, les 37 projets que vient de présenter Arnaud Montebourg, dont personne ne parle, sont extrêmement intéressants pour l'avenir industriel de la France. On ne peut pas être que défensif. Voilà. Que le gouvernement on ne peut pas fait être bien. Que défensif. Voilà. Il y a des choses offensives, et ces choses offensives-là sont parfaitement intéressantes. Alors, sur la fiscalité, moi, je m'en tiens à ce qu'avait dit François Hollande. Nous avons besoin d'un grand impôt progressif qui structure notre fiscalité. Donc, il faut aller vers le rapprochement de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Nous avons proposé à plusieurs, d'ailleurs, de gens venant de tous les horizons du Parti socialiste, de faire la CSG progressive dès cette année, c'est-à-dire en dessous du salaire médian ou du revenu médian, elle baisse, et au-dessus, elle augmente par feuille. Deuxièmement, sur l'impôt sur le revenu, il faut revoir complètement le système des tranches, parce qu'il faut plus fluidifier le passage des tranches, il faut plus de progressivité dans notre impôt sur le revenu, et surtout, il faut commencer à réfléchir comment on pourrait mieux individualiser l'impôt. Je vous rappelle qu'une des difficultés qu'on a, notamment pour la retenue de l'impôt à la source, c'est que l'impôt n'est pas individualisé. Alors moi, je sais que je fais partie des rares qui sont pour le prélèvement à la source. Pourquoi? Parce que les gens vous disent... il y a plein de gens qui ne payent pas d'impôts. Et il y en a beaucoup qui en payent, peut-être de plus en plus même. Mais en réalité, ils payent de l'impôt. Tout le monde paye de la CSG, tout le monde paye de la TVA. Mais celui qu'on paye, qu'on voit et qu'on sent, c'est l'impôt sur le revenu et les impôts locaux. Mais on dit beaucoup qu'il y a trop de gens qui payent l'impôt sur le revenu, notamment cette année. On ne va pas dire qu'il y a trop de gens. Non, mais la manière dont il est fait historiquement fait qu'il y a des gens qui ont des faibles ressources et qui vont payer brutalement des sommes importantes. Donc ça, c'était une erreur. La droite l'avait fait et la gauche aurait dû le remettre en cause. Bon, donc ça, c'est une absurdité. Mais à terme, comme vous faites converger l'impôt sur le revenu et la CSG, tout le monde payera. Simplement, ce que vous payez aujourd'hui en CSG, ce sera votre impôt. Vous voyez? Donc, il est bon que tout le monde paye l'impôt. Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'il n'y a qu'une catégorie de gens et qu'il y aurait les autres, les assistés, Or, je rappelle que les plus pauvres sont ceux qui payent plein pot la CSG par rapport à leur revenu et surtout payent plein pot la TVA. Très bien, donc, une réforme fiscale, et contrairement à ce que dit Moscovici, elle n'est pas faite, il faut la faire tout de suite et pas attendre demain je rase gratis. Voilà, on a compris, vous soutenez Montebourg et Moscovici avec plus de précautions. Oui, voilà. Même, personnellement, je trouve que là aussi, il faut quand même un peu d'éthique. Vous êtes ministre des Finances, pendant l'été, vous dites qu'il y a trop d'impôts. Mais qui c'est qui les a fait? C'est le ministre des Finances. Franchement, non mais
On vous a compris, Marie-Noëlle Lienemann. Nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Et puis nous nous retrouvons tout à l'heure. Je rappelle donc que notre invitée est Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre du Logement, sénatrice socialiste, très socialiste de Paris. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens. Notre invitée est Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Ancienne ministre du Logement, elle est interrogée par Corinne Laurent pour La Croix, Romain Masneau pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Romain Masneau qui ouvre le feu pour cette dernière partie de Face aux chrétiens. Alors l'Observatoire de la laïcité a rendu 2 avis mardi, l'un sur l'affaire Babylou qui dure depuis des années en disant qu'il n'y avait pas besoin d'une nouvelle loi pour les structures d'accueil de la petite enfance. Et puis il y a un deuxième avis où l'Observatoire présidé par Jean-Louis Bianco se prononce pour une grande campagne de promotion de la laïcité. Est-ce qu'on en a vraiment besoin en France de cette campagne de pub pour la laïcité ? Marie-Noëlle Lienemann. Je pense qu'on a besoin de bien rappeler ce qu'est le contenu de la laïcité et on a besoin de faire partager cette valeur pour l'ensemble des Français. Donc, si c'est de la pub communication, youpi, vive la laïcité, non. Enfin, un grand débat. Mais par exemple, la charte de la laïcité qui a été mise dans les écoles, je trouve que c'est bien. Parce que ça rappelle des fondamentaux. Alors, parce que ça n'est pas contre les religions, ça n'est pas contre la foi, ça n'est pas contre les convictions personnelles. C'est la construction d'un espace commun dans lequel, pour une part, notamment dans l'école, on considère qu'on ne doit pas mettre en évidence son appartenance religieuse pour construire davantage ce qui procède de l'espace commun et des valeurs communes qu'on partage. Bon, je pense qu'il y a toute une série de choses à valoriser dans pourquoi on a été laïque. Pourquoi ce pays a porté la laïcité. Il y a une histoire qui est liée à l'histoire de la France. C'est une histoire controversée. On parle beaucoup de laïcité ouverte, laïcité fermée. Mais moi, je prends toujours la laïcité sans adjectif. Mmh. Parce que d'abord, je ne crois pas qu'il y ait de laïcité fermée. Et puis la laïcité ouverte, si c'est pour ne plus être laïque, voilà. Donc je le prends, c'est comme la liberté, ou comme l'égalité. Moi, je ne suis pas pour l'égalité des chances. Comme si au démarrage, on était tous sur la ligne. Tant pis si à la fin, les inégalités sont considérables. Je pense que c'est une valeur forte parce qu'elle est en soi. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est le sujet number one de la France ? Certainement pas. Il y a besoin, le vivre ensemble n'a pas que le problème laïque. Mais comme le fait religieux est montant, c'est ce que disait Malraux, le XXIe siècle sera spirituel ou religieux, je ne sais plus ce qu'il avait dit. On voit que la question religieuse est montante. Ça, vous le sentez ? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair. Il y a une attente spirituelle dans le pays, de tout le monde. D'ailleurs, même ceux qui ne font pas des choix spirituels religieux, il y a une attente de sens, etc. Donc, par rapport à cela... Et par ailleurs, l'arrivée d'une religion qui était très faible en France, encore que dans la France coloniale, elle était forte et on l'avait confinée. Je pense qu'il est important que face à cette montée de cette religion, qui est tout à fait légitime, au nom de quoi on dirait que l'islam n'a pas à progresser si les gens ont envie de croire en l'islam. Alors jusqu'où faut-il aller ? Prescription alimentaire, jours de congé, moi, faut-il revenir sur les jours de vacances, les jours de congé ? Non, parce que les jours de vacances et de congés ont été construits plus dans la tradition que dans la religion, qui fête le lundi de Pentecôte. Il y a eu débat, justement. Et puis, ce n'est pas une fête religieuse. Le lundi de Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte qui est une fête. Mais bon, vous voyez, donc on voit bien que toute cette affaire est un mélange de tradition et de religion et qu'il n'y a pas non plus besoin de bouleverser les traditions françaises donc on reste sur calme. ce point. Alain Baron, Radio Notre-Dame. On n'a pas parlé beaucoup d'international. Faisons-en à la Syrie, où il y a ce drame que tout le monde connaît. Est-ce que vous pensez... La France a longtemps été protectrice des chrétiens d'Orient. Oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel fait assez pour assumer ce rôle-là ? Est-ce qu'on fait assez pour nos frères chrétiens d'Orient ? Marie-Noëlle Lienemann. Écoutez, je crois quand même que la France a montré sa grande sensibilité à la manière dont Bachar el-Assad agissait. Et c'est vrai que les chrétiens d'Orient sont plutôt favorables au régime de Bachar el-Assad, redoutant que les opposants amènent avec eux des lois islamiques et non-respect d'une certaine diversité religieuse. Et là, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'exilés, il y a beaucoup de chrétiens qui s'en vont quand même aussi. Voilà, bien sûr, du coup ils partent, ils ont peur. Est-ce que la France doit les accueillir ? Oui, la France doit les accueillir. Voilà. Et je ne sais pas s'ils font assez pour les chrétiens d'Orient, mais en tout cas, la France doit les accueillir. Corinne Laurent, La Croix.
On l'a vu sur le plan économique et social, sur les sujets internationaux, l'Europe aussi montre ses faiblesses, sa vulnérabilité, et on assiste à la montée d'un sentiment anti-européen. Le prochain Parlement européen, qui sera élu le 25 mai prochain, risque d'être marqué par les extrémismes et les populismes. Comment enrayer ce sentiment et peut-être changer le vote. Vous qui avez été vice-présidente du Parlement européen, moi, je pense que s'il n'y a pas une forte proposition par la gauche, puisqu'elle est minoritaire en Europe aujourd'hui, d'une vraie alternative sur la construction européenne, sur son contenu, sur la manière de la faire, on ne conjurera pas le sentiment anti-européen et la montée des extrêmes et des mouvements fascisants. Vous craignez ça, hein? Et je le crains terriblement, parce qu'on voit chez nous, on risque d'avoir, et là moi j'en appelle aux Français, vous pensez qu'aujourd'hui la bonne image de la France c'est d'envoyer massivement des gens du Front National au Parlement européen, hein? Franchement, vous croyez que c'est... On dit que c'est ce qui risque de se passer. Ben voilà, donc je dis aux Français, est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez que soit l'image de la France dans les 27 pays de l'Union pour penser l'avenir de notre continent? On va être complètement marginalisé, on pèsera des cacahuètes et on ne pourra pas se faire entendre. Donc en revanche, si on y va sur le même leitmotiv, vive l'Europe parce que c'est la paix, machin, etc., et que pendant ce temps-là, ça continue à être l'austérité, le dumping social, le dumping fiscal et l'impuissance généralisée, eh ben, on prendra des petites cuillères pour vider, pour écoper un bateau qui coule. Et là, le PS français a une responsabilité particulière. Parce que la social-démocratie répond aux abonnés absents en matière d'alternatives européennes. Elle est en culotte courte. Elle prend partout des débâcles électorales. Donc nous sommes le seul parti de gauche à avoir gagné des élections avec nos alliés de gauche, sans la droite, les compromis, etc. Sur des choses qui étaient fortes. Non à l'Europe de la finance. Oui à l'Europe de la croissance. Le coût du travail n'est pas l'ennemi de la compétitivité. Donc nous devons faire de cette campagne électorale une campagne de rupture, non pas de casser l'Europe, mais de rupture sur la ligne qui nous emmène sur la manière de la concevoir. Si c'est on a maudit, c'est un peu plus ceci ou peu cela, on va être balayé. Voilà. Et alors j'appelle mes camarades à refuser de présenter, comme le Bureau national l'a décidé, et moi je pense que les militants doivent se faire entendre, de soutenir comme candidat à la Commission Martin Schulz, c'est-à-dire un camarade du SPD qui est là, voilà, qui est là depuis des lustres, qui ne s'est pas manifesté par des choses mirobolantes pour défendre le social, et qui par ailleurs risque d'être en coalition avec Mme Merkel. Alors vous allez expliquer aux Français et aux autres Européens, non, on ne veut pas la même politique que Mme Merkel, qui est respectable, que les Allemands ont accepté, c'est leur problème. Mais nous, on est Français, d'autres sont ailleurs, et on n'a pas la même ligne. Et donc, il faut qu'il y ait un candidat qui porte une alternative. Et moi, je ne comprends pas pourquoi le PS français ne propose pas un ou une candidate. Je dis tout de suite, pas moi. Mais il y a des camarades qui pourraient être des personnalités européennes. Vous pensez à qui ? Même Catherine Trottmann, et Dieu sait qu'avec Catherine, on a sur la ligne politique, elle est beaucoup plus modérée que moi. Mais Catherine Trottmann, ça a été la maire de Strasbourg, c'est une personnalité connue en Europe, elle pourrait porter l'idée que la social-démocratie doit muter, elle s'est battue sur des choses sociales au Parlement européen. Donc même Catherine Trottmann, avec qui je n'ai pas d'affinité, parce qu'elle était plutôt historiquement moins à gauche que moi, mais je pense qu'elle serait de toute façon mieux que Martin Schulz. Et par ailleurs, elle pourrait incarner cette volonté de changement. Romain Masneau, RCF. Tout à l'heure, vous avez mentionné les mouvements populistes et vous avez tout de suite dit fascistes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un populisme de gauche, au front de gauche, à l'extrême gauche aussi? Est-ce que vos électeurs ne sont pas tentés de voter Front National aujourd'hui, Marie-Noëlle Lienemann? Alors, d'abord, il y a deux choses différentes. Jamais vous me ferez dire que le front de gauche est comparable au populisme, parce que populisme et fascisme, c'est pas la même chose. Moi, d'abord, j'aime pas le mot populisme, parce que je l'ai peut-être dit par commodité, mais quelque part, on dit populiste quand le peuple n'est pas d'accord avec les élites. Hein. Et parfois, le peuple a raison, parfois il a tort, voilà, mais parfois il a raison. Et quand on passe son temps à dire au peuple, mes bandes de nuls, vous n'avez rien compris, on fait votre avenir malgré vous, ça ne marche pas. La preuve, ils ont bien compris que leur avenir n'était pas fait positif malgré eux. Donc moi, je me méfie du thème populiste. Je ne fais pas la symétrie entre le front de gauche. Jamais dans l'histoire, le Parti communiste français a été du mauvais côté pour les libertés publiques.
Jamais il n'a été je parle du Parti communiste français, n'a jamais été du mauvais côté quand il s'agissait de défendre une certaine vision de la République et de la France. Il a été là en 1936, il a été là en 1945, pendant la résistance, il a été là en 1981. Il a soutenu le Parti communiste d'Union soviétique. Mais alors, il a guerre soutenu froide. mais c'est pas lui qui l'a fait. Il a soutenu, certes, mais en France, il n'y a jamais eu la moindre menace des libertés. Il y a eu le pacte germano-soviétique quand même en 1939, c'était hier. Oui, bah d'accord, bon, mais alors les vichistes, ceux qui étaient les soutiens de Vichy aujourd'hui, alors ceux-là, eux, c'était pas eux qui ont signé le pacte, parce que même quand il y a eu le pacte germano-soviétique, ma grand-mère était chef de réseau de la résistance, était dans la résistance à Belfort. Et bien il y a des communistes qui, tout pacte soviétique signé, sont quand même venus dès 1940 faire de la résistance. Donc, faisons attention à ça. En tout cas, en France, le Parti communiste et le Front de gauche n'ont jamais été du côté des menaces des libertés et de la République. Ils l'ont toujours défendu. Alors que ce n'est pas vrai que l'histoire du mouvement de l'extrême droite de Mme Le Pen, en dépit de ce qu'elle veut bien raconter dans une certaine confusion, n'a pas été du côté des menaces républicaines. Je parlais de Vichy, je parlais de la guerre d'Algérie et autres. Ils n'ont pas toujours été du bon côté, même plutôt toujours du mauvais. Donc je ne fais pas du tout ce parallélisme. Alors est-ce que nos électeurs sont tentés par le Front National? Ça arrive, moins que les autres, mais ça arrive. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus d'alternative gauche-droite claire, qui ne veut pas dire qu'on est en guerre sur tout, mais où il y a des différences. Plus vous avez une espèce d'impression que, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut toujours mener la même politique, plus vous laissez de l'espace à ceux qui vont vous dire qu'il n'y a qu'à tout casser, que c'est autrement, etc. Et deuxièmement, s'il n'y a plus de travail idéologique, vous voyez, par exemple, quand on renonce sur cette histoire d'immigration, bien sûr que c'est difficile. J'ai été maire d'une commune, il y avait des Roms. C'est un casse-tête. Vous étiez maire d'Atismont. Voilà, c'était un casse-tête. C'était un casse-tête. Mais il n'empêche que même quand c'est un casse-tête, il faut tenir sur les principes. Il ne faut jamais lâcher sur vos valeurs. Parce que si vous commencez, au nom du réalisme, dire oui, faut être réel politique, mais ça s'arrête où et ça finit où? Et après, ça finit qu'une partie de nos électeurs disent « Ouais, quand même, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas trop d'immigrés en France. » Je lui dis « Oui, en 40, tu aurais fait des sondages, les gens disaient « Il y a trop de juifs en France. » Voilà. Donc, il faut, au bout d'un moment, il faut tenir bon sur le cap. Alors, je vais vous poser une dernière question, si vous voulez bien, Marie-Noëlle Lienemann. Je vais déplacer un peu le rayon. Vous vous affirmez catholique. Oui. Quel regard vous portez sur le pape François aujourd'hui? Très positif. Moi, je fais partie de ces gens qui me sentent... D'abord, j'aime ce pape et je me sens bien avec ce pape. Évidemment, il ne va pas développer exactement ce que je pense, mais je n'attends pas d'un pape qui pense comme moi. Je pense qu'il soit pape. Donc, la deuxième chose, c'est que je pense que justement, tout ce qu'il dit sur la pauvreté, sur les pauvres, il devient quasiment le dernier anticapitaliste. Le dernier anticapitaliste. Vous avez bien vu, il dit que le capitalisme, ça détruit l'humain, que ça marchandise les choses, ce que moi je crois aussi vrai. Alors je caricature parce que c'est ce que je fais dans les effets de manche, dans les meetings, quand mes camarades commencent à me dire « tu peux pas, le capitalisme », je dis « mais attendez, mais même le pape est anticapitaliste ». Vous utilisez cet argument. Oui, c'est une boutade parce qu'on a bien compris, mais quand même le retour aux valeurs, justement, j'en parlais, retour aux sources. Le christianisme, pour moi, c'est d'abord le message du Christ, et c'est d'abord aimer son prochain, défendre le faible, considérer que l'autre est son frère. Voilà, c'est ces valeurs-là aussi. Eh bien, écoutez, Marie-Noëlle Lienemann, nous allons terminer cette émission sur cette quasi-profession de foi. Merci à vous d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes donc sénatrice socialiste de Paris. Notre invité la semaine prochaine sera donc François Sauvadet, député de Côte-d'Or, président du Conseil général de Côte-d'Or et vice-président de l'UDI. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et regardés. Vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur les différents sites de KTO, La Croix et Radio Notre-Dame. À la semaine prochaine. Merci.